Alors il est 9h du matin, je suis chez Mathieu, Julie, Laure et Samuel et je vais bientôt décoller pour les petits déjeuners avec Jolie. Et voilà, et avant de partir, j'ouvre les volets. Je sais pas si ça se voit bien ce que je vois. Moi, je m'appelle Vanessa, j'habite à Dieulefit, dans la Drôme. J'ai repris un commerce qui était celui de mon grand-père. C'est un magasin qui a 130 ans. Moi, j'ai cette nécessité et ce besoin de me sentir utile dans mon quotidien et d'avoir l'impression que je rends service au quotidien. Quand je peux effectivement élargir ce champ d'utilité dans mon quotidien, je le fais. Je saisis cette occasion. Sur le sujet de la Palestine, on a saisi cette occasion puisque mon commerce, le bâtiment de mon commerce est sur la place principale du village. Et donc on a arboré le drapeau palestinien ce printemps parce que ça fait longtemps qu'on est conscient que ce que vivent les Palestiniens n'est pas juste et que de fait il faut le dire parce que fermer les yeux et émettre du déni, c'est accepter de la violence et de se dire que si on ferme les yeux, nous, aujourd'hui, sur le cas de nos voisins, que nos voisins fermeront les yeux aussi sur notre cas plus tard. Et malheureusement, parfois, ça a été mal interprété par des personnes, nos travaux palestiniens, des gens de confession juive qui sont venus en nous disant qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse arborer un drapeau palestinien par rapport aux attaques du 7 octobre. Certaines personnes ont bien voulu dialoguer avec nous et d'autres, malheureusement, non, sont parties très en colère de notre magasin. Et j'en suis bien triste parce que je ne voulais pas déclencher des colères ou de la haine en exprimant un drapeau palestinien. Je voulais uniquement justement prôner la paix et l'amour et dire stop à un massacre. Moi je suis petite fille de résistant de la résistance française. Mon grand-père a caché des gens pendant la Seconde Guerre mondiale et des gens menacés par le régime allemand. Et mon grand-père ne faisait pas la différence sur la race, l'ethnie ou la religion. Quand la personne est en danger, on la protège, peu importe l'ethnie. Donc mon grand-père a autant caché des juifs que des nomades, des manouches et autres, puisque tous ces gens-là étaient en danger par ces régimes. C'est important pour moi de continuer cette lignée-là, de ne jamais fermer les yeux sur les violences que peuvent subir d'autres personnes. Et donc c'était important pour moi aujourd'hui de dire que les Palestiniens vivent une injustice depuis trop longtemps. J'ai 45 ans, j'ai grandi avec ce conflit, il n'a jamais été résolu. Il faut qu'on trouve une solution pour résoudre ce conflit. Je te posais cette question aussi par rapport à toi, ta compréhension de la propagande ou du formatage ou des médias. Ou est-ce que tu as eu l'impression que c'est des gens qui avaient été formatés à quelque chose ou... C'est au-delà d'un formatage, c'est des gens qui ont grandi dans cet univers. C'est des gens qui ont ça depuis leur naissance quelque part. Ça fait partie de la construction de leur personne depuis leur enfance, dans leur famille en fait. Puisque c'est un conflit religieux qui dure depuis tellement longtemps, ils grandissent avec cette information où le Palestinien est son ennemi et vice-versa, les Juifs est l'ennemi. Parce que dans chaque famille, on a eu des morts, des décès par le camp adverse. J'aimerais qu'aujourd'hui, tout le monde puisse lire un livre qui m'a, moi, frappé il y a très longtemps, qui est un livre de Ramin Mahalouf, qui s'appelle L'identité meurtrière. Et sous prétexte d'identité, de religion, de drapeau, de patrie, de nation, de terre, on se donne le droit de se défendre parce que son aïeul a été victime. Pour moi, on n'a pas aujourd'hui à prendre les armes parce que autrefois un grand-père, une grand-mère a été victime d'eux. Parce que l'enfant, le petit-enfant et l'arrière-petit-enfant de cette personne n'y est pour rien. Lui n'a pas fait de mal. Même s'il faut garder mémoire du passé, on ne peut pas s'en servir comme justificatif de violence. J'aimerais beaucoup que ce bouquin il soit lu par tous les enfants de la planète. On justifie une attaque, une violence parce qu'on a été attaqué autrefois. Il faut arrêter ça, il faut couper ce cercle infernal. Ça s'appelle L'identité meurtrière de Ramin Mahalouf. Qu'est-ce que tu voudrais semer dans ce reportage pour que ça puisse pousser demain sur la planète ? Des graines d'amour, de respect et de partage. Un sachet énorme. Merci beaucoup. Merci à toi, Fanny.
j'attends Jérôme, le mari de Souad qui va venir marcher avec moi. Et on vient de me dire qu'il fallait que j'aille là-bas au lieu de rester ici, que ce que je faisais ça polluait et que c'était pas utile, ça amenait que des mauvaises choses. Je leur ai aussi proposé de témoigner devant la caméra, mais ils n'ont pas voulu. Et je viens d'être rejointe par Jérôme et par Tel Jeu, cette magnifique chienne qui va marcher avec nous. Bienvenue sur la rive droite du Jourdain. On s'était un peu trompé de chemin, mais ça y est, on a retrouvé le chemin avec Jérôme. Pour trouver l'hébergement ce soir, Jérôme nous emmène dans une maison qui s'appelle la Maison des Deux Terres, où il pense que je risque d'être acceptée. Il a même dit ils n'ont pas le choix de t'accueillir. Donc voilà, nous nous dirigeons vers cette belle maison avec Jérôme. Oui, coucou. Avec Tel Jeu et avec le sourire. Mais tu filmes ou tu prends du son là? Ouais, non, je filme et je prends le son. Non, du coup, je fais partie d'un collectif d'une compagnie de marionnettes géantes. Et on était en Jordanie il n'y a pas longtemps. Et étaient arrivés par Médecins Sans Frontières des petites marionnettes qui venaient de Gaza, qui sont construites par un gars qui s'appelle Mahdi, je ne me rappelle plus son nom de famille. Il ne peut pas sortir lui évidemment, mais il a pu faire sortir ses marionnettes. Et ce gars, il est encore en train de jouer avec ses marionnettes pour les gamins de Gaza. Ouais. Et l'idée, c'est de faire une marionnette géante à partir d'une de ces petites marionnettes, et puis de la faire voyager à droite et à gauche pour parler un peu de la situation là-bas, de lui et du pays, quoi. Et je pense que ça va être pour l'été prochain, quoi. Mais je sais pas comment ça va être communiqué de partout, hein, de toute façon. Donc voilà, il faut que les gens ils ouvrent les écoutilles et puis il y aura de l'info qui va circuler. C'est une avant-première, on va dire. Petite vue là. Allez, profite bien, fais une bonne route. Ouais, oui. De toute façon. Ah, c'est trop bien. Ici. De toute façon, je reviens vous voir avec Souad. Ce n'est qu'un euro. Ouais, C'est moi qui sors. Oh, ma copine. Et ben alors, je vous présente Michel qui m'accueille, qui est le grand patron de la Maison des Deux Terres. Et qui est aussi celui qui gère la maison de Lucette qu'on a découvert hier avec Daniel. Et puis là, on discute un peu ce soir devant le feu. Et puis il me parle un peu plus de la maison de Lucette. Maison Lucette, ça fait partie d'un projet plus vaste qui a été monté par une association qui s'appelle Passerelle, qui existe depuis 2019, ça fait 6 ans, qui s'est créée sur l'idée de reprendre, de créer une maison d'accueil de personnes exilées. Voilà, et pendant 3 ans, à travailler sur le projet, à examiner un certain nombre d'hypothèses, de scénarios plutôt pour trouver une maison. On ne pouvait pas emprunter, et on ne voulait pas emprunter dépendant soit d'un financeur, soit d'autre. Voilà, et on a abouti à l'achat d'une maison. Et dans un contexte assez sympa, à savoir que on a repéré cette maison, une annonce. On est allé voir le propriétaire qui était le filleul de la dernière propriétaire. De Lucette. On n'a pas voulu lui raconter l'histoire, on est allé voir, puis on lui a tout mis sur la table. Puis il y a un moment de silence là. On s'est dit, oulala, c'est quoi là? Comment il va réagir? Puis il a dit, Lucette,
aurait apprécié que sa maison soit utilisée pour un projet social. Toi, là, tout le monde, il y a eu un frisson et du coup, le lendemain, on l'a rappelé, donc elle est OK, hein, tout de suite. Le lendemain, on l'a rappelé en disant, mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'appelle, que la coopérative qu'on a montée pour acheter la maison s'appelle Coop Lucette. Et là, il y a eu très beau dans sa voix, c'était très sympa. Pendant toutes ces années, on a lancé d'autres activités qui sont de l'accompagnement, de l'accueil et de l'accompagnement. On fait de la formation de bénévoles, on anime un réseau de structures d'accueil sur la Drôme, sur une partie de la Drôme. On travaille avec des chercheurs sur les problématiques migratoires. Voilà, donc Passerelle, c'est un ensemble d'activités à partir d'un projet qui est en train de se concrétiser à travers la maison Lucette. Et on espère pouvoir accueillir les premières personnes à partir soit fin juin, soit début septembre, mais on va dire, là on se donne comme objectif fin juin. Après c'est une maison qui a une histoire très forte. Elle apparaît sur les premiers plans de Dieulfi disponibles du XVIe siècle. Donc ça veut dire qu'elle date au moins du XVIe siècle. Et les caves, c'était des anciens ateliers de poterie. La rue dans laquelle elle est, c'est la rue des Raymonds. À la fin du 19e, il y avait 90 potiers, ateliers de poterie. Voilà, donc elle fait vraiment partie de l'histoire socio-économique de Dieulfi. Ça m'intéresse, moi, d'entendre ce que tu arrives à capter de de la question migratoire et de comment est-ce qu'elle est vécue par les gens ici, quoi. Pour moi, elle est vécue à deux niveaux. Un, c'est un curseur politique maintenant. C'est devenu un des principaux curseurs politiques en France, comme la sécurité, l'immigration, et qui fait que, voilà, la droite et l'extrême droite s'en sont emparés et sont vraiment les deux éléments qui mettent en avant en permanence. Après, il y a un deuxième niveau qui est moins politique pour moi, qui est très sociologique, hein, c'est la peur de l'étranger, c'est la peur de la différence. Et ça, j'ai presque envie de dire, c'est pas réservé à la droite. C'est bon de savoir qu'il y a une quinzaine de personnes qui vont venir habiter à Dieulfi. Les oppositions qui sont formulées, c'est ah ouais, mais ils vont prendre la place de gens qui ont besoin de logement sur Dieulfi. Mais il y a des jeunes qui ne trouvent pas de logement sur Dieulfi et donc vous allez prendre la place de ces gens-là. C'est encore justement cette question de qui a le droit au territoire. Exactement. Du moins, qui a droit ou comment on partage le territoire. Et bon, il y a par exemple, ah oui, mais vous allez aspirer toutes les aides apportées par les acteurs de la solidarité. Resto du Cœur, épicerie solidaire ou autre. Vous allez, bon, qu'est-ce qu'on a comme opposition? C'est, ah ouais, mais c'est beaucoup d'argent, 700 000 euros pour 15 personnes. Alors, c'est pas 15 personnes, c'est 15 places. Donc, dans 10 ans, ça sera peut-être 150, 200 personnes qui seront passées par cette maison Lucette. Ah ouais, mais vous allez accueillir des sans-papiers. Les sans-papiers, ils sont générés par la réglementation, par le droit. Donc, à partir du moment où ils sont sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les invisibilise, comme on dit, ça c'est très intelligent. Non, est-ce qu'on les rend invisibles, on les cache? Non, nous, on considère que ces gens-là, ils ont droit à quand même un accueil digne. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils trouvent leur place? Parce que là, c'est une chose importante, c'est que la maison Lucette, elle va pas accueillir une catégorie de personnes exilées. Hein. Je veux dire, grosso modo, les personnes exilées, il y a les primo-arrivants, les gens qui arrivent en France et qui ont traversé une frontière, que ce soit dans les Alpes, que ce soit vers Vintimille, que ce soit en Pays Basque ou vers Pépinian, qui sont entre guillemets les portes d'entrée. Donc ça on appelle les primo-arrivants, ils sont à la rue. On a tous les demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés aujourd'hui dans le cadre des dispositifs CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile. Bon, il y en a un bon paquet, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est pas loin de la moitié qui ne sont pas hébergés. T'as une idée du nombre? Non, on n'a pas. C'est en dizaines de milliers de personnes. Hein.
voire peut-être plus. J'ai pas le chiffre exact parce qu'il évolue en plus chaque année. C'est pas loin de 50 000. Après, tu as les gens qui obtiennent le statut de réfugié, mais le temps que toute la procédure administrative se mette en place pour qu'ils aient les aides sociales ou la capacité de travailler et de chercher un logement, il peut se passer plusieurs mois. Les CADA peuvent plus, les centres d'hébergement peuvent pas les garder plus de 3 mois, donc c'est des gens qui peuvent aussi se trouver à la rue. Et puis il y a donc les gens qui sont dits déboutés, c'est-à-dire qu'ils obtiennent pas le statut, qui font l'objet systématique d'une OQTF, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de quitter le territoire. Ces gens-là, en même temps, il y a une espèce de perversité dans le système où ils peuvent être régularisés au bout d'un certain nombre d'années. Au bout de 5 ans, ils pouvaient être régularisés s'ils m'ont démontré qu'ils avaient du travail. Donc, en même temps, ils n'ont pas le droit sur le territoire, mais en même temps, pour pouvoir être régularisés, il faut qu'ils montrent qu'ils aient travaillé. Voilà, donc ces gens-là, nous, on est là pour les aider. Alors, avec un objectif très clair, c'est reconstruction, autonomisation. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans une perspective d'assistanat sur une période, c'est vraiment un objectif très clair, les aider à s'intégrer. Je sais que c'est un terme que nos réseaux ont du mal à utiliser, mais il est bien clair. C'est-à-dire qu'ils arrivent, il faut qu'ils s'intègrent d'une manière ou d'une autre, dans le respect de leur culture, de leur histoire, mais néanmoins, donc ça veut dire apprendre le français, ça veut dire valoriser leurs compétences, leur expérience, leur savoir-faire, qui est complètement nié. Dire quand ils arrivent, c'est un étranger, mais on ne sait pas si c'est un agriculteur, si c'est comptable, un médecin. Voilà, donc c'est comment faire en sorte que des gens qui arrivent, souvent abîmés soit à travers la raison ou du fait de la raison qui les ont poussés à quitter leur pays, soit à travers le parcours. Donc comment faire en sorte qu'ils se reconstruisent et qu'ils s'autonomisent derrière, c'est-à-dire qu'ils soient capables de se prendre en main. Pourquoi ce désir d'accueillir et de donner la main ou d'aider des gens exilés, c'est venu sur ton chemin? Pourquoi est-ce que c'est ça qui apparaît pour toi? Est-ce qu'il y a une raison Alors, moi, je pense faire partie de cette frange de personnes qui ont quand même une approche très politique des questions migratoires. L'accueil de l'autre, de l'étranger, mais surtout de l'autre, fait partie pour moi d'un engagement citoyen très, très fort. Et après, j'avais trop cherché à creuser véritablement. Bon, moi, j'ai passé toute ma vie à travailler dans les coopératives, dans les SCOP et SIC, je sais pas, les sociétés coopératives de production, les coopératives qui sont créées par des travailleurs, des salariés, qui fait que j'ai toujours travaillé sur des projets où la notion de démocratie d'entreprise, démocratie citoyenne et démocratie mondiale est importante. C'est-à-dire que toute personne, tout individu a sa place. En fait, je considère là ce petit reportage que je fais aussi comme un champ. Et je propose aux gens, s'ils ont envie de semer quelque chose, qu'ils ont envie de voir pousser dans le monde à venir. Donc, je ne sais pas si toi, tu as envie de semer quelque chose. On est en train de semer, ou on a semé, et là, on est en train d'arroser, de labourer. Mais c'est le champ de l'humanité. C'est vraiment cet été, on est allé marcher avec mon fils, et puis on parlait évidemment politique. Et il m'a dit une chose, qui est assez simple, et il me disait, mais le problème, c'est pas de sauver la planète, c'est bien de sauver l'humanité. La planète, elle existera, quoi qu'on en fasse. Mais on va pas la détruire en tant que telle, ou alors il faudrait beaucoup de bombes atomiques pour faire exploser la Terre. Mais la planète, elle va survivre. Mais c'est notre humanité. Qu'est-ce qu'on est en train d'en faire et qu'est-ce qu'on en fait et la maison Lucette, passerelle la maison Lucette. Oui, c'est une graine. C'est un champ et c'est un champ qui est pas de la monoculture. Ouais, je constate et je regrette, c'est que très souvent les gens se mettent à militer dans un sillon, creusent leur sillon, ils ont une belle plantation, mais ils oublient qu'il y a d'autres sillons et que le champ il est fait de cet ensemble de sillons.
et qu'on ne peut pas se limiter à une seule lutte. Ça me touche beaucoup parce que moi, mon projet, mon rêve depuis 10 ans, c'est d'avoir une ferme avec une scène de théâtre et un endroit pour accueillir des gens et de créer ce paradis dont on a rêvé, enfin, dont moi j'ai rêvé quand j'étais jeune, où je peux cultiver, où je peux faire des activités de danse, de théâtre et de l'accueil et tout ça. Donc je vois en fait des gens plus vieux qui s'y prennent, qui arrivent. Et bah, c'est trop beau, quoi. Bah, c'est enfin, super. ça me fait rêver un peu. Donc voilà, gros interview de Michel et de la Maison Lucette. Eh ben, merci, puis bonne continuation. Et j'espère à très bientôt. Je voulais quand même rajouter qu'avec Michel, on a beaucoup parlé des différentes manières de militer, de la joie dans la lutte ou alors du sacrifice dans la lutte. Et aussi de à quel point les enjeux de reconnaissance peuvent parfois se mêler au militantisme et aux actes de solidarité. Et lui, c'était très, très intéressant. Il a quand même passé sa vie à travailler dans des scopes. Et il me disait qu'il faisait 2 constats. Le constat que les enjeux de reconnaissance individuelle empêchent les groupes à arriver à leurs objectifs. Aussi le constat que quand on fait un acte de solidarité, quand on le fait parce qu'on a l'impression qu'on doit quelque chose à l'autre ou qu'on doit réparer quelque chose, ça met l'autre dans une posture qui est assez compliquée à gérer. Et donc lui, il part du principe que quand on mène une action, il faut vraiment le faire pour soi. Comme ça, l'autre, il peut recevoir ce qu'il a envie de recevoir, mais en fait, on le fait pas en attendant que l'autre reçoive quelque chose. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et donc voilà, je le note ici. Et aujourd'hui, ça fait pile 1 mois que je suis partie. Et dans 14 jours, je devrais être à Marseille le 29 novembre.